Bonjour à toutes et à tous de nous avoir rejoints pour ce premier webinaire de la CPTS Capacité Besançon et Métropole. Donc moi je suis François Baudier, je suis médecin de santé publique et chargé de mission au sein de la CPTS. Donc je vais vous donner quelques informations à caractère un peu technique et organisationnel. Donc si vous voulez bien éteindre vos micros, éteindre vos caméras, vous précisez que cette webinaire est enregistrée et donc on la mettra sur le site de la CPTS. Donc les choses vont se passer de la manière suivante. Dans un premier temps, il va y avoir une table ronde. D'ailleurs, les personnes qui participent à cette table ronde sont déjà présentes et on les remercie. Après, il va y avoir une présentation d'un certain nombre de guides qui sont disponibles ou qui vont être prochainement disponibles. Puis, nous prendrons 10 minutes pour les questions. Donc, vous avez un chat. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez ce système. Donc, si vous avez des questions pendant le webinaire, vous pouvez les inscrire dans le chat et donc moi, je les reprendrai à la fin. Et puis, on prendra 5 minutes pour terminer ce webinaire. Donc, voilà le déroulement de cette rencontre. Donc, je vais passer la parole à Florence Delcey, qui est la coprésidente de la CPTS Capacité Besançon et Grand Besançon, qui va en particulier animer la première table ronde. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue donc à ce premier webinaire, tout premier d'ailleurs, organisé par la CPTS Capacité Besançon Métropole. Avant de commencer, je voudrais remercier la FEMASCO qui nous prête ses locaux et qui nous met à disposition ses agents informatiques pour le bon déroulé de ce webinaire. Donc, vous l'avez compris, ce premier webinaire, il va faire l'objet de discussions autour des questions de santé mentale qui sont de plus en plus présentes, notamment depuis la crise Covid. Sur notre territoire, il existe une tension sur l'offre avec des difficultés pour trouver des professionnels spécialisés afin de prendre en charge ces problématiques. Pourtant, il y a quand même des solutions qui sont possibles et nous allons en débattre avec nos invités que j'ai le plaisir d'accueillir. Donc, on a bonjour docteur Guégan Camille, donc vous êtes médecin généraliste à Besançon. Nous avons donc docteur Renaud Bardol, bonjour aussi, qui est psychiatre libéral à Besançon. Bonjour. Nous avons Madame Vidal-Bernard Alexandra, qui est psychologue clinicienne, maîtresse de conférence au sein du laboratoire de psychologie à l'Université de Franche-Comté. Et nous avons le docteur Nétillard Christian, qui est psychiatre au centre hospitalier de Novillars. Donc bienvenue et merci à tous les quatre pour cette participation sur votre temps si précieux. À la suite de cette table ronde, nous parlerons des répertoires facilitant la connaissance et l'offre en santé mentale sur notre territoire de Besançon et de Grand Besançon. Et donc, nous aurons le plaisir de passer les paroles à Laetitia Gros-Perrin, qui est coordinatrice de la plateforme territoriale en santé mentale du Doubs, et Sabrina Larrière, qui est à côté de moi, qui est la directrice de la CPTS Capacité Besançon et Métropole. Donc, sans plus attendre, parce que le temps est compté, passons à la table ronde pour essayer de répondre ensemble, donc la diapo 2, s'il te plaît, Timothée, aux questions centrales qui ont été, qui émergent des constats. Donc, voilà, partagez-vous le constat sur l'augmentation des besoins en santé mentale et psychiatrie. Rencontrez-vous des difficultés pour instaurer et ou suivre des prises en charge, et si oui, lesquelles? Avez-vous des pistes de solutions? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Savez-vous où et comment mobiliser les ressources existantes sur votre territoire? Et qu'est-ce qui vous manque dans votre pratique quotidienne? Donc, on ne va pas répondre à ces questions d'emblée comme ça. Je vais commencer avec un premier tour de table en interrogeant chacun des participants. Donc, je vais commencer avec le docteur Guégan, donc, qui, je le rappelle, est médecin généraliste. Et docteur Guégan, je voulais savoir un petit peu, quand vous êtes face à des patients atteints de pathologies en santé mentale, comment et quel lien entretenez-vous avec, d'une part, les psychiatres et les psychologues de ville, et d'autre part, comment vous entretenez des liens avec le centre hospitalier de Novillars et pourquoi pas avec les CMP, les centres médico-psychologiques?
Alors ça, c'est un peu au cas par cas en fonction, des patients, s'ils ont déjà un suivi ou pas. Donc les patients qui ont déjà un suivi, c'est plus facile parce que du coup, on a déjà des interlocuteurs, qu'on a repérés au niveau psychiatrique. Donc moi, de mon côté, je travaille beaucoup, ben, avec les CMP. Donc maintenant, j'ai un peu compris comment ils étaient organisés, hein, en fonction des adresses. Et en même temps, moi qui ai une activité un peu particulière pour les sans-abri qui ont pas d'adresse, voilà, j'ai aussi compris comment ils étaient adressés puisque c'est en fonction, des dates de naissance. Donc moi, c'est principalement, voilà, les interlocuteurs avec les CMP. Après, quand c'est des personnes qui rentrent, dans le soin psychiatrique qui sont pas encore connues, là, c'est plus compliqué, voilà, du fait des délais, parce que la temporalité des patients n'est pas forcément la même, à laquelle peuvent répondre, les CMP puisque eux aussi, bah, voilà, on sent qu'ils sont parfois en difficulté, pour pouvoir répondre à toutes les demandes. Hem Et quand il y a des demandes urgentes, bien sûr, hein, il y a les urgences, psychiatriques, mais là aussi, on sent que c'est aussi tendu de leur côté, ils peuvent voir les patients rapidement, mais pas forcément répondre à des demandes d'hospitalisation, dans le délai que souhaiterait le patient. Et après, moi, il y a une autre structure avec, un autre dispositif avec lequel je travaille beaucoup, c'est, l'EMPP, c'est l'équipe mobile, en précarité de psychiatrie. Heu donc moi, c'est du fait de mon activité particulière où j'ai beaucoup de patients, sans abri et donc qui sont déjà repérés par ce dispositif, donc qui rencontrent les patients, dans la rue et pour moi, c'est très facilitant de travailler avec eux parce que pour le coup, j'ai numéro de téléphone, mail, voilà, des réunions régulièrement avec eux. Donc c'est une autre ressource que je mobilise aussi. D'accord. Donc si je comprends bien, vous avez déjà tissé un petit peu votre réseau avec lequel vous avez l'habitude de travailler, voilà, les intervenants qui sont déjà presque en place autour des patients que vous suivez. Et du coup, comment vous fonctionnez pour communiquer entre vous? Est-ce que vous avez un outil numérique? Est-ce que vous faites des comptes rendus entre psychologues, psychiatres, médecins dans l'articulation du parcours du patient? Est-ce que c'est des manières de fonctionner que vous utilisez? Moi, je trouve le plus simple, c'est par mail. Voilà, quand on a ouais, enfin, moi, ce que j'utilise principalement, c'est le mail, parce qu'en plus, il y a une trace qu'on laisse. Parce qu'après les comptes rendus, pareil, on reçoit pas toujours, au bon moment. Faire des courriers en passant par les patients, les patients, voilà, des fois, il y a une perte de leur côté aussi, donc enfin voilà, moi ce que j'utilise le plus, c'est le mail ou quand il y a vraiment besoin, le téléphone, mais là, c'est plus rare. Faut vraiment qu'il y ait une situation particulière, voilà. D'accord. Alors, vous avez facilité à communiquer avec les dispositifs que vous connaissez, hein, que vous nous avez énumérés, mais quand vous avez besoin d'un contact spécifique, vous avez des outils à votre disposition. Est-ce que c'est facile, pas facile? Est-ce que vous savez où aller chercher l'info? Alors pas toujours, parce qu'en psychiatrie, c'est organisé avec, beaucoup d'unités et qui dépendent aussi des CMP et là, voilà, moi je sais pas comment c'est organisé, donc non, en général, effectivement, je suis un peu en difficulté pour savoir, qui à qui demander, qui mobiliser, à ce moment-là. Donc voilà, Ouais. donc des fois, j'appelle le secrétariat de nos villards, voilà, pour un peu savoir, mais non, là, effectivement, moi, je manque d'outils pour ça. D'accord. Et pareil, quand vous avez besoin de faire hospitaliser un patient, du coup, vous nous disiez tout à l'heure, vous passez par les urgences psychiatriques en premier lieu ou pas Alors forcément? les urgences psychiatriques, souvent, c'est un peu par défaut. L'idéal, en fait, c'est quand on peut passer, directement par le psychiatre, mais encore une fois, les psychiatres ne peuvent pas toujours répondre dans la temporalité voulue du patient. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas, selon les unités, selon le psychiatre qui suit, et en dernier recours, effectivement, il y a les urgences psychiatriques. Mais les patients, souvent, ils préfèrent quand même que ça passe par leur psychiatre, qui les connaissent, ça les rassure aussi. Donc soit il y a pas de psychiatre, personne, bah, voilà, on est obligé de passer par les urgences psychiatriques.
Mais ce qui est parfois un peu compliqué, parce que parfois les patients nous disent: «J'aimerais être hospitalisé, mais pas là, maintenant, tout de suite». Donc il y a cette question aussi de se dire: «Bah, pourquoi adresser aux urgences psychiatriques, sachant qu'on n'est pas dans une urgence, là, tout de suite?» Et en même temps, le temps de mobiliser un psychiatre, de faire entrer le patient dans le parcours de soins, ça peut prendre des mois, et là, on est plus dans une idée de quelques jours. Donc voilà, il y a cette zone, voilà, Vous devez vous qui adapter, ouais, aux patients. voilà, ouais. Quand vous êtes médecin généraliste, donc quand vous avez des patients dont vous partagez le suivi avec des psychiatres, qu'ils soient libéraux ou hospitaliers, du coup, est-ce que vous êtes systématiquement tenu au courant, ben, par exemple, des changements de traitement, voilà, des hospitalisations, ou est-ce qu'il y a une communication assez efficace là-dessus entre vous, médecins généralistes, et les spécialistes psychiatrie? Alors là aussi, ça dépend, mais en règle générale, quand même, je trouve que les CMP font régulièrement des comptes rendus. Les hospitalisations, non, malheureusement, on n'est pas toujours au courant sur le coup. Et quand il y a des changements de traitement, ouais, c'est au cas par cas aussi. Des fois, c'est les patients qui nous les amènent. Des fois, c'est les infirmiers libéraux qui sont eux-mêmes en lien aussi, qui ont les informations, qui nous les transmettent. Ou parfois ça peut être, par mail, ou par des comptes rendus envoyés rapidement par le médecin psychiatre, ou encore, enfin moi voilà, je passe aussi des fois par, l'équipe mobile de psychiatrie qui me transmet aussi quand eux, ils ont des informations, à me transmettre. Donc c'est un peu au cas par cas. J'ai une dernière question pour vous. Vous avez parlé du lien avec les psychiatres de ville et du centre hospitalier de Novillar, mais du coup, qu'en est-il du lien avec les psychologues de ville? Est-ce que vous avez, voilà, quand vous avez besoin d'adresser vos patients à un psychologue, est-ce que c'est facile? Parce que du coup, les psychologues sont nombreux avec des spécificités bien élargies. Est-ce que vous vous y retrouvez? Est-ce que vous dites aux patients directement? Est-ce que vous prenez le temps d'adresser ou de se mettre en lien avec le psychologue de ville? Et ben, alors là aussi, bon, c'est au cas par cas, mais moi de mon côté, ce que j'ai fait, je me suis constitué un petit annuaire des psychologues, que je connais pas forcément personnellement, mais dont je connais l'activité et dont j'ai eu des retours. Et du coup, enfin voilà, j'ose pas adresser à des psychologues, que je connais pas, parce que je connais pas leurs spécificités. Donc en général, en fonction du type de problématique du patient, j'essaye d'adresser vers le psychologue pour lequel je me dis que ça matchera le mieux pour le suivi. Donc voilà, je me suis fabriqué, mon petit annuaire. Et après, les ressources aussi que j'essaye d'utiliser, pour lesquelles j'ai les connaissances, ou pas. Je sais qu'il y a Pôle emploi, il y a un psychologue pour les patients qui peuvent pas, pour lequel il y a un frein financier. Pareil, j'ai ma petite liste. Voilà, je sais que Pôle emploi, il y a la mission locale, il y a des psychologues, les CMP aussi avec, un certain délai, mais il y a les CMP aussi. Donc j'ai voilà aussi ma petite liste de psychologues, salariés vers lesquels on peut, adresser des patients qui ont un frein financier. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Je vois que si pour résumer un peu le fil conducteur de votre intervention, c'est que vous avez créé vous-même votre petit annuaire, votre petit répertoire, et vous utilisez ces outils-là. Je vais maintenant m'adresser au docteur Bardol, donc, qui est psychiatre libéral à Besançon, et puis poser un petit peu les mêmes questions. Donc vous exercez en ville, et du coup, quel est le lien que vous entretenez avec le médecin généraliste, le médecin traitant de vos patients? Est-ce que vous faites systématiquement un retour? Est-ce que voilà, vous avez des retours que quand la situation est complexe, ou en cas d'hospitalisation? Bonjour, ben, merci d'abord à vous voilà, de l'invitation à échanger avec vous aujourd'hui. Bah, un peu à l'instar du docteur Guégan, hein, les situations sont un peu au cas par cas. Il y a, voilà, concernant les situations nécessitant des préparations de prise en charge hospitalière, évidemment, les contacts
se font directement avec l'établissement, alors de manière un peu préférentielle dans la mesure où j'ai pu travailler sur l'établissement de Novillard à une époque, donc contacter les services de secteur peut être un peu plus simple, connaissant un petit peu le terrain sur place. Après, la relation avec les différents interlocuteurs, bon, elle est essentiellement organisationnelle, pratique. Elle peut être aussi dans un cadre plus consultatif, hein, contacter un médecin généraliste, contacter un ou une psychologue, plutôt dans un travail de concertation sur, sur un diagnostic, sur une prise en charge thérapeutique, essayer d'harmoniser, de gagner en cohérence dans les réponses qu'on apporte ensemble. On est plus dans du cas par cas. Des retours systématiques, non. Des correspondances de la part de confrères généralistes à l'occasion d'un début de prise en charge, oui, hein, des courriers, des prises de contact. Après, une correspondance régulière par rapport à un suivi, par rapport à des décisions thérapeutiques prises en cours de route. Effectivement, ce ne sont pas des choses qui sont faites de manière systématisée. Voilà un petit peu pour les réponses. Et du coup, quand vous avez des patients au long cours, quand il y a une modification de traitement, souvent on est confronté avec les prescriptions d'une part du médecin généraliste et de l'autre part du psychiatre. Du coup, est-ce qu'il y a un contact quand il y a une modification de molécule? Pas forcément, enfin peut-être aussi au cas par cas. C'est au cas par cas, hein, tout dépend de si c'est significatif ou non, si ça nécessite un échange, d'approfondir en tout cas la connaissance en tout cas autour d'un changement de traitement. On est plus sur du ponctuel, effectivement. Il n'y a pas de cadre en tout cas auquel ni l'interlocuteur en face ni moi ne nous tenons pour tenir une correspondance systématique. Il est vrai. Ouais. J'ai une dernière question pour vous. Donc, vous travaillez au sein d'une équipe de soins primaires avec un psychologue et un médecin généraliste. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu sur l'intérêt de cet exercice coordonné dans les prises en charge de vos patients? C'est vrai que je suis dans un contexte en tout cas de pratique libérale qui en tout cas conjugue hein, le côté très solitaire en tout cas de l'exercice et l'aspect effectivement plus collectif de la prise en charge hein, du parcours de soins. L'avantage, il est à plusieurs niveaux. Hein. Il est celui d'une meilleure accessibilité, je dirais, hein, aux acteurs et aux prestations de soins. Une fluidification comme ça du parcours, d'avoir des réponses les plus coordonnées possibles. Il y a une possibilité de pouvoir vite échanger, vite mobiliser des ressources pluridisciplinaires pour apporter les meilleures réponses, et puis tout en gardant la spécificité des interventions de chacun à leur niveau respectif. Et puis voilà, ensuite, il y a tout ce qui est de l'ordre de la promotion des actions de santé, qui est un aspect aussi positif de ce type d'exercice libéral. Mais voilà, il y a ce qui est de l'ordre de la communication et de la coordination, qui est une application pratique, en tout cas, permise par ce fonctionnement en équipe de soins primaires. Je vous remercie beaucoup. Je vais maintenant m'adresser à Madame Vidal-Bernard. Donc, vous êtes en lien avec de nombreux psychologues libéraux et vous disposez également d'une expérience dans ce domaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où provient en général la patientèle des psychologues sur le territoire? Et à votre avis, quelle relation existe entre les médecins généralistes, les psychiatres de ville et les psychiatres hospitaliers avec les psychologues? Bonjour à tous et à toutes. Donc, effectivement, ce qui est important de préciser en fait chez la pratique des psychologues, c'est que à la fois en fait les patients peuvent s'adresser directement en fait au psychologue pour demander une consultation, en fait un rendez-vous.
Et puis, à la fois, ils peuvent être adressés en fait aussi par les médecins ou d'autres professionnels en fait qui guident en fait, qui orientent en fait les patients en fait vers les psychologues. Alors la question en tout cas de la proportion, de la provenance de la patientèle, en fait, elle dépend, elle varie en fait en tout cas d'un psychologue en fait à l'autre, et elle peut varier d'une période en fait à une autre aussi. Hein. Donc, qu'est-ce qui fait qu'en fait il y a cette possible variation? En tout cas, ça dépend beaucoup en fait, dans ce que j'entends hein, des collègues en fait psychologues, des liens en fait qu'ils auront particulièrement, par exemple, avec les médecins en fait traitants. Hein, et vous avez des psychologues qui vont, soit parce qu'il y a une proximité physique avec des cabinets en fait de médecins qui vont particulièrement en fait travailler ensemble, ou parce que en fait il y a un lien de confiance en fait qui s'est instauré hein, au fur et à mesure en fait d'adressage de patients. Voilà. Par contre, en fait, il y a des situations où il y a des psychologues en fait qui travaillent que en lien avec les médecins, qui vont travailler exclusivement avec certains médecins et pas d'autres. Alors pourquoi? Parce qu'il y a cette question du lien qui est parfois en fait difficile pour les psychologues qui arrivent par exemple en fin de situation quand ils sont adressés en fait justement quand les patients sont adressés suite à une hospitalisation ou à une prise en charge en fait, comme ça, parfois ils rament beaucoup en fait ils disent dépenser beaucoup d'énergie avec certains médecins et au niveau du secteur hospitalier, hein, il y a vraiment des disparités. Parfois, ça se passe très, très bien, hein, et parfois, ça ne se passe pas bien, en fait, justement. Et ça pose un problème et ça freine, en fait, du coup, certains psychologues qui, parfois, ont arrêté. Ça, c'est quand même dommageable de prendre en charge, en fait, des patients venant du centre hospitalier en raison de cette problématique en fait de lien en fait qui ne peut pas se faire par rapport à des suivis en fait de patients ou par rapport à des médecins traitants où on sent vraiment que le lien est difficile. Ça pose problème si vous voulez surtout dans le cadre de situations de patients avec des problématiques complexes qui ont besoin de différentes en fait, prises en charge, d'un traitement médicamenteux, en fait, par exemple. Et je cite l'exemple malheureux. Alors, il y a plein d'autres exemples, en fait, formidables, avec des recherches formidables, hein, ça c'est sûr, mais un exemple malheureux, en fait, d'un patient, en fait, suivi pour trouble voilà, dépressif majeur qui avait présenté en tout cas, avait effectué une tentative de suicide un an en fait auparavant, qui est la date anniversaire en fait de cette période, qui en fait dans son environnement en fait ça va pas forcément en fait très très fort, et donc voilà il y a le psychologue qui essaye de se mettre en lien avec le médecin traitant, mais le médecin traitant en fait voilà certainement accaparé par une charge de travail importante, ne répond pas forcément à cet appel, reçoit le patient. Et puis, constate de manière apparente que le patient en fait, va mieux et enlève le traitement antidépresseur et avec une issue, le patient en fait, se suicide 3 semaines après. Là, c'est vraiment un mauvais exemple. Il y a vraiment plein de super exemples en fait, de très bonnes prises en charge. Mais c'est remarquer en fait, l'idée que cette question du lien, Bien, hein, ouais. c'est vraiment quelque chose que les psychologues en fait, ont en tête dans le fait d'accepter un patient ou pas. Hein, et dans cette période, du coup, il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes, effectivement, avec des patients en fait, qui vont pas très bien. Ben, voilà, parfois, ils vont sélectionner, malheureusement, en fait, en fonction de la possibilité d'un lien en fait, qui peut s'établir ou pas. Et s'ils ne savent pas, ben, des fois, ils ne prennent pas le risque. En fait. Alors, ça ne devrait pas être une question de lien entre personnes, mais finalement de lien entre dispositifs. Oui, oui, c'est un peu le fil conducteur hein, en attendant les collègues auparavant. Alors, du coup, on a beaucoup parlé du centre hospitalier de Novillard. Donc, on a avec nous le docteur Nétillard, qui est psychiatre à Novillard, que je vais interroger à son tour.
Est-ce que vous pourriez nous décrire en quelques mots l'articulation que vous entretenez d'une part avec les médecins traitants des patients hospitalisés et avec les collègues psychiatres installés en ville et puis les collègues psychologues aussi. Du coup, comment vous fonctionnez? Oui, merci et bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, l'organisation de la psychiatrie hospitalière, ça a été déjà mentionné, est sectorisée ou sectorielle, c'est la même chose. C'est-à-dire que selon l'adresse géographique de la personne, du patient, on va l'orienter vers tel ou tel circuit de soins, déjà sur l'ambulatoire, puis éventuellement à l'hôpital dans le cadre d'une hospitalisation. Vous savez que c'est une circulaire ancienne qui date des années 60 et qui a voulu mailler le territoire français comme ça pour que l'offre de soins en psychiatrie soit la plus proche de la population, ce qui est une particularité française qui est reconnue à l'échelon mondial. Là-dessus, c'est ajouté des structures, se sont ajoutées des structures plus dites intersectorielles, mais ciblées sur une activité précise. Exemple, la dépression. On va proposer, par exemple, à l'hôpital Anneau-Villars, qu'une personne qui présente un état de dépression soit hospitalisée dans une unité dédiée plutôt que qu'être mélangée avec des personnes qui présentent d'autres pathologies pour lesquelles ça peut être plus compliqué de cohabiter. Ce qui permet donc d'améliorer normalement la qualité des soins. Alors l'articulation, comme vous l'évoquiez, elle se trouve en amont, puis aussi en aval de l'hospitalisation, ou autrement dit déjà en ambulatoire. Par l'offre de soins, il a été mentionné les centres médico-psychologiques, les CMP. Donc chaque secteur desservi sur la région de Besançon par l'hôpital de Neuvillars et par le CHU de Besançon offre des consultations, des soins ambulatoires qui sont normalement le pivot, on dit, de l'articulation des soins. C'est-à-dire c'est là où toute personne qui a besoin de soins peut d'abord être orientée. Alors effectivement, Mme Guégan le disait, par son généraliste, Mme Vidal-Bernard aussi par son psychologue et Renaud par le psychiatre libéral s'il estimait nécessaire. Le psychiatre libéral, c'est plutôt en général une nécessité d'hospitalisation qui va l'animer et donc il va peut-être recourir directement au service des urgences psychiatriques ou alors dans le secteur concerné à Neuvillars, effectivement. Donc l'articulation, elle se fait comme ça souvent quand il y a un contexte un peu aigu, c'est par le téléphone. Le docteur Guégan le disait tout à l'heure, c'est aussi les mails qui fonctionnent assez bien. Encore faut-il que tout le monde les relève bien, ce qui peut être une limite. Donc, une situation d'urgence ne peut absolument pas être signalée sur un mail. Sinon, après, il arrive ce qui arrive. Encore faut-il l'avoir relevé. Voilà. Donc, en amont, c'est plutôt comme ça qu'on communique. Il faut savoir aussi qu'on connaît en général sur un secteur donné qui sont les médecins généralistes et médecins traitants qui vont exercer sur cette zone-là, qui sont les psychologues installés, qui sont les différents praticiens concernés par les soins. Ça peut être d'autres praticiens, je pense à des cabinets infirmiers, des kinés qui savent qu'on peut recourir à telle structure, voilà. Ou alors nous, on sait qu'ils sont présents. Et puis, donc, quand il y a besoin d'une hospitalisation, passage par les urgences psychiatriques dans le contexte de l'urgence ou non, la personne donc, fait son séjour à l'hôpital. En général, on l'évoquait tout à l'heure, vous demandiez sur les liens concernant les modifications de traitement. Il faut savoir qu'à l'hôpital, on a des obligations réglementaires, en particulier d'établir une lettre, un courrier de sortie. Alors, dans l'ensemble, c'est fait. Je ne dis pas que ce n'est pas déjà arrivé qu'il y ait quelques ratés. Souvent, on a des grosses vagues de demandes d'admission qui arrivent en même temps. On ne sait pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Et du coup, dans le courrier de sortie, on mentionnera normalement, toujours de façon réglementaire, le traitement que la personne avait à l'entrée, les traitements qui ont été modifiés, et donc le traitement à la sortie. Et on enverra ce courrier au médecin traitant. Il y a aussi des fois des bugs parce qu'on apprend que non, le patient dont il nous avait parlé du médecin traitant, mais c'est un autre, entre-temps, il ne nous l'a pas dit. Enfin, on peut avoir des ratés comme ça. Voilà. Ou d'autres spécialistes qui auraient aimé avoir aussi, parce qu'ils sont inclus dans la boucle des soins, il n'y a pas que le médecin traitant, et dont on n'a pas eu information, et ça peut arriver aussi. Donc le système est perfectible. J'avais vu tout à l'heure un de nos collègues là qui posait un peu une question. Le système est perfectible de toute façon, mais voilà comme c'est présenté normalement. Et puis après en aval, si on estime nécessaire, on va faire le point assez régulièrement. Dernier point aussi, c'est que
en théorie, c'est pas toujours fait non plus, mais en théorie, chaque année, chaque patient qui est suivi dans un CMP donné fait l'objet d'un courrier avec son accord, hein, et qu'on envoie à son médecin traitant pour dire qu'on le suit toujours. On ne va pas s'étendre, on ne va pas donner 25 000 explications psychopathologiques sur ce courrier, mais au moins dire qu'il est toujours suivi et voilà son traitement. Eh bien, vous avez répondu à beaucoup de questions que j'allais vous poser ensuite. Il m'en reste une petite dernière en 2 mots, parce que mes collègues me signalent qu'on est en retard, hein, comme d'habitude. Moi, je voulais vous demander, vous avez maintenant au sein du centre hospitalier des postes occupés par des infirmiers de pratique avancée. À votre avis, quel impact ça va avoir sur l'amélioration des prises en charge des patients? On en attend un impact important puisque on a deux personnes, deux infirmiers qui ont fait la formation pour être infirmiers en pratique avancée. Et du coup, on attend quand même des conséquences importantes. Un infirmier se trouve dans notre pôle et donc on est en train de mailler avec lui des relais de prise en charge parce que vous savez que ces infirmiers ont comme possibilité le fait de voir le patient, de prescrire des médicaments en renouvellement d'ordonnance, voire en modification posologique. Et puis, dès qu'il y a un questionnement, dès qu'il y a quoi que ce soit, ils en réfèrent au psychiatre qui reste référent du soin pour cette personne. Hein. Donc, Merci. ce qu'on peut en espérer, c'est un peu déjà augmenter la fréquence du suivi. Moi, je me désole souvent personnellement de ne pas pouvoir voir des gens plus qu'une fois tous les 3 mois. Ce n'est pas le cas de tous, mais j'ai des patients pour lesquels je ne peux pas les voir plus que tous les 3 mois. Pour un peu qu'une consultation soit manquée, ben, ça fait une fois tous les 6 mois, 2 fois par an. Là, c'est plus du suivi. Hein, c'est pas du bon travail. On est tous insatisfaits de ça. Donc, l'idée est que pour les personnes qu'on cible, on en parle ensemble avec l'infirmier IPA, on dit. Hein, Oui. et du coup, oui, c'est pas IPA comme la bière, mais enfin, ça y Non, c'est pas ressemble. la même chose. Mais en tout cas, on se concerte de façon étroite pour justement que l'infirmier IPA puisse voir plus régulièrement ces personnes. Il va être aussi embolisé si on ne fait pas attention, évidemment, avec des objectifs de prise en charge et un maillage pour que de temps en temps, on fasse le point ensemble avec le patient et l'IPA. Voilà. Donc, on devrait avoir un peu plus de disponibilité, sachant que nos consultations sont déjà toutes très embolisées, donc on va être un peu moins embolisé, mais il y a un peu des craintes que ça ne suffise pas à l'heure actuelle, quoi. Merci beaucoup à tous les quatre. J'ai entendu plusieurs mots récurrents, plusieurs idées phares dans chacune de vos pratiques. Donc, la communication interprofessionnelle, le lien, le réseau, la prise en charge voire interdisciplinaire. Donc, vous avez déjà, vous, dans vos pratiques, des petites techniques, des petits outils. Maintenant, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais je voudrais que vous puissiez me répondre en 1 ou 2 mots maximum. Si vous aviez une initiative à promouvoir, en 2 mots, pour améliorer encore plus vos techniques et vos manières de prendre en charge vos patients. Vous n'êtes pas obligé de répondre, peut-être que vous avez déjà dit beaucoup de choses aussi dans vos témoignages, mais s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, c'est le moment. Dépêchez-vous, il reste 2 secondes. Moi, je peux me permettre de poursuivre puisque j'avais la parole juste avant. Ce serait effectivement le développement de ces infirmiers en pratique avancée qui est évalué, voir quelles conséquences bénéfiques on peut en attendre. Et puis la deuxième, on en a tous parlé de la communication. Il est vrai que le mail est une très très bonne solution de communication parce que quand on est en entretien, on ne peut pas répondre au téléphone en consultation, ça peut être compliqué. Il faudrait qu'on puisse améliorer ça. Il y a des messageries sécurisées, mais je pense qu'elles tardent à se développer, même si on les a, hein, bien sûr, hein, mais ça vient, mais c'est assez lent quand même. Et puis avec peut-être un système qui permettrait de quantifier le degré d'urgence de la demande. D'accord, merci beaucoup. D'autres Moi, je rejoins exactement ce qui vient d'être dit, parce que pour moi, la problématique principale est effectivement là, dans le manque de transmission d'informations, communication. Enfin, c'est vraiment là qu'on a besoin d'outils et d'améliorer les choses. Et effectivement, catégoriser en degré d'urgence. D'accord. Du même avis que mes collègues hein, sur les questions de manquement, en tout cas de pistes d'amélioration sur la communication, sur les relations pour éviter les ruptures de continuité entre les pratiques de chacun. Si des outils peuvent exister pour un peu décloisonner ça, ce serait idéal.
Alors, merci beaucoup en tout cas, tout ça est très passionnant et on pourrait encore rester des heures, mais on va se faire disputer. Donc du coup, je vais passer la parole maintenant à Madame Gros-Perrin, qui donc, je le disais tout à l'heure, est coordinatrice de la plateforme territoriale en santé mentale du Doubs et qui va nous présenter le répertoire qu'elle a réalisé sur l'offre de soins en santé mentale dans le territoire du Doubs. Oui, bonjour à tous. Donc, on a en effet, donc moi je suis coordinatrice du projet Territoire en santé mentale, qui avait en effet vocation à déjà faire connaître l'offre qui peut exister en psychiatrie sur l'ensemble du territoire du Doubs. Donc, depuis 2018, on a travaillé pour créer un guide des partenaires en santé mentale qui regroupe l'ensemble de l'offre enfants, ados, adultes, personnes âgées, et également toutes les structures associatives qui peuvent venir en soutien dans le parcours de réhabilitation psychosociale. C'est un guide qui est extrêmement complet, qui fait, cette année, il fait 225 pages. Donc c'est vrai que la première fois qu'on l'empoigne, ça fait un peu peur. Par contre, il est structuré quand même pour avoir plusieurs portes d'entrée. Donc la question des filières, vous avez aussi des entrées par thématique, plutôt pathologie, hein, la dépression, les troubles d'addiction, etc. Et puis il y a une porte d'entrée territoire à la fin du document qui, par territoire, fait une petite synthèse des offres de soins. Alors, c'est plutôt sur le secteur rural, parce que c'est vrai que sur Besançon, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'offres. Vous avez également à la fin du document un répertoire village par village de la sectorisation dont dépendent les patients, sachant qu'on est en train de faire ce travail-là également pour les rues de Besançon. Donc l'idée, c'est vraiment que dans ce document-là, on trouve un petit peu tout. Il y a de la cartographie aussi visuelle qui permet de repérer où sont les CMP ou les autres services. Voilà. Et donc, dans chaque fiche, par service, vous avez un numéro de téléphone et un mail générique, hein, souvent les secrétariats, qui vous permet de contacter, qu'importe si les médecins ont changé ou pas. Vous avez les modalités d'admission, les missions principales, et puis voilà, des fois quelques remarques sur les spécificités du service. D'accord. Et du coup, ce guide, comment on fait pour se le procurer? Il est en ligne? Il est par... Alors, il est en ligne sur le site de l'hôpital, parce que c'est vrai que pour l'instant, la plateforme territoriale de santé mentale est portée par le centre hospitalier de Novillars. Donc, en fait, sur le site internet de Novillars, quand vous rentrez, il y a un onglet qui s'appelle Établissement. Vous cliquez dessus, et dessus, vous allez avoir un deuxième onglet qui est Plateforme. Et du coup, sur la plateforme, vous allez trouver voilà, ce guide téléchargeable qui est remis à jour chaque année au mois de juin. Voilà, et donc pareil, toutes les modifications sont surlignées tous les ans en jaune, ce qui me permet de repérer assez vite quelles sont les nouvelles offres ou quelles sont les modifications. D'accord. Merci beaucoup. Et du coup, je vais passer tout de suite la parole à Sabrina Larrière qui va nous expliquer donc, comment la CPTS Besançon et Métropole s'est inspirée de l'énorme travail qui a été fait par la plateforme territoriale en santé mentale et Madame Gros-Perrin pour adapter ce guide au territoire bien spécifique de la CPTS. Oui, bonjour à tous. Donc, merci Laetitia, oui, pour la présentation du guide. Donc, c'est vrai que le guide réalisé par Laetitia Gros-Perrin, voilà, est assez conséquent. Et nous, on avait eu une demande des professionnels de terrain d'avoir quelque chose de plus restreint, assez rapide d'utilisation, un clic, une réponse, quelque chose plutôt en ligne. Donc, voilà, on s'est largement inspiré de son guide. Donc, on a travaillé avec les professionnels de terrain pour savoir quelle thématique ils voulaient qu'on aborde dans ce guide-là. Donc, ce guide, il sera accessible sur notre site Internet, dans la boîte à outils. Donc, le site Internet n'est pas encore tout à fait finalisé, donc on ne peut pas encore y avoir accès, mais vous aurez le lien pour y accéder par la suite. Et donc, on fera aussi un accès au guide de Laetitia Gros-Perrin pour les personnes qui souhaitent avoir davantage d'informations. Donc, je vous présente là la première diapo pour vous montrer un petit peu comment on a géré. Donc, on est parti des questions du terrain avec une question, les quelques possibilités de réponse. Et puis, donc, comme vous le voyez là, comment gérer les urgences en santé mentale. Donc, on a un onglet, les numéros d'urgence. J'ai besoin d'informations sur le parcours de soins de mon patient. Donc, on a les onglets
parcours adulte, adolescent, hébergement, parcours addiction, parcours spécialisé. Chaque parcours est détaillé. Si on peut passer à la diapo suivante pour les autres parcours. Timothée. Voilà. Merci. Donc, je recherche des lieux d'écoute et ou de répit pour mon patient. Donc, là aussi, on va voir les dispositifs qui existent. J'accompagne mon patient lors de sa réinsertion sociale et professionnelle. Je recherche un appui technique auprès des experts et une cartographie territoriale de l'offre de soins. Donc ça, c'est vraiment les onglets qui ont été demandés par les professionnels de terrain qui souhaitaient voir apparaître. Donc j'insiste sur le fait que notre guide est évolutif et donc nous, à la demande des professionnels, on pourra venir y intégrer déjà les nouveautés que Laetitia Grosperrin aura pu intégrer dans son annuaire, mais aussi les demandes que peut avoir le professionnel de terrain. Donc, du coup, notre souhait, c'était de faire un clic, une réponse. Donc, on revient sur la dernière diapo on a un petit souci de partage d'écran, mais ça va revenir rapidement. Donc, sur la dernière diapo, j'ai repris la première question des urgences pour vous montrer quand on clique en fait sur les urgences, qu'est-ce qu'on voit apparaître. Donc, les professionnels de terrain, ce qu'ils ont souhaité, c'est vraiment avoir principalement les conditions d'admission et puis donc la troisième diapo, celle d'après. Non, elle ne veut pas. Elle ne veut pas apparaître. On n'avait encore pas eu de soucis techniques, il fallait bien qu'il y en ait un. Donc, en fait, principalement dans cette diapo apparaît donc sur le dispositif les coordonnées. Donc là, voilà. Donc, vous cliquez les numéros d'urgence et là, vous avez les dispositifs qui existent, donc urgence psychiatrique et autres urgences. Vous avez les coordonnées et les conditions d'admission. C'est vraiment ce qu'on nous a demandé de voir apparaître. Du coup, après, dans le guide de Laetitia Grosperrin, vous verrez davantage apparaître les missions de chacun, etc. Mais nous, on a voulu faire vraiment un clic, une réponse. Le médecin ou l'infirmière libérale ou le kiné qui rencontre une difficulté, voilà, il va sur le site, il clique, il a le numéro, il s'adresse à la personne directement et puis il a une réponse, on l'espère, à la question. Donc voilà un petit peu pour la présentation de notre guide. Ce qui serait peut-être intéressant, c'est que vous puissiez mettre la page éventuellement du guide où se référer, ce qui fait que si les médecins ont envie, ou les professionnels ont envie d'aller chercher plus d'infos, ça leur évite d'avoir tout le guide à regarder. C'est déjà prévu, en fait, simplement, là, j'ai fait vraiment simplifier avec des copies d'écran, mais vous verrez sur le site, on avait déjà prévu de faire apparaître la page du guide en santé mentale. Merci beaucoup à toutes les deux. Donc, on avait dit donc à la fin de ce webinaire qu'on traiterait les questions qui ont été posées dans le forum. Elles sont nombreuses, donc François a sélectionné, il nous reste 10 bonnes minutes. Donc, du coup, je vais passer la parole à François pour les questions du public adressées aux 4 intervenants. Très bien, merci Florence. Donc, juste pour info, dans le chat, il y a un certain nombre de liens qui viennent d'apparaître, en particulier Stéphanie Thomas, qui coordonne le contrat local de santé, a mis un lien qui existe déjà à l'heure actuelle sur le premier degré de ressources pour le grand public proposé dans l'onglet santé mentale de la ville de Besançon. Donc, vous avez le lien. On vous a mis aussi le lien avec l'annuaire que Madame Grosperrin a présenté rapidement tout à l'heure. Donc, ces 2 liens, vous les avez dans votre chat. Alors, les questions qui apparaissent, c'est surtout sur un sujet qu'on a un petit peu abordé, c'est l'articulation entre les différents professionnels qui travaillent dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie. Donc, une des questions vient d'un médecin généraliste qui dit « Je gère et enrichis le dossier patient. Pourquoi les psychiatres ou les équipes mobiles de psychiatrie ne font-ils pas des comptes rendus comme toute autre spécialité? C'est important et cela peut aider à limiter certains événements indésirables. » Donc là, je me tourne peut-être vers les intervenants de la table ronde. Est-ce que vous auriez des éléments de réponse par rapport à ça? Si je peux intervenir, un peu dans la même veine de ce qui a pu être dit jusqu'à présent, hein, l'échange a déjà lieu. Après, est-ce que des outils permettant de faciliter, en tout cas, effectivement, la prise de lien, la prise de contact,
la régularité aussi dans la communication entre professionnels voilà, mériterait d'être voilà, considéré peut-être. Est-ce que je ne sais pas si ça relève de leur prérogative, de leurs compétences, mais est-ce que des annuaires aussi pourraient être mis à disposition des professionnels libéraux comme de ville pour avoir bien plus vite accès aussi aux adresses mail, aux numéros de téléphone des différents professionnels. Après, la correspondance écrite voilà, reste un écueil pour toutes les spécialités. Je pense quand c'est possible et que le temps le permet, c'est fait avec bonne volonté. Autrement, c'est vrai qu'il y a d'autres outils de communication qui sont privilégiés. Alors peut-être par défaut, mais en tout cas qui sont privilégiés. Je voulais compléter ce que dit Renaud par le fait qu'on fait bien sûr des rapports quand une équipe intervient. Il y a l'équipe mobile précarité et prévention, le MPP, vous savez, qui elle est transsectorielle, elle n'est pas sectorisée, qui intervient fréquemment à la demande des différents professionnels sur le terrain auprès de la personne lorsqu'elle est en crise ou lorsqu'elle est en rupture avec le soin. Et des rapports sont faits. Mais dans ces cas-là, il faut savoir ce qu'on en fait de ces rapports. Et effectivement, c'est soumis à l'accord du patient. Déjà, il faut savoir que tous les patients ne souhaitent pas que la prise en charge psychiatrique soit divulguée, même sur des messageries ou des dossiers sécurisés comme le DMP, qui a été réactualisé depuis que la CPM l'a empoigné. Mais malgré tout, de façon un peu systématique, on y vient. Je pense au courrier de sortie, de toute façon, de l'hôpital. Encore une fois, moyennant l'accord du patient, il n'y a pas de souci. Petit à petit, il va être intégré comme on assiste à l'heure actuelle. Ça va se faire de façon même automatisée. D'accord. Merci beaucoup. Peut-être dans la même veine, il y a une question sur l'utilisation de Mon Espace Santé, qui est un dispositif qui est en train de se développer. Donc, est-ce que vous alimentez Mon Espace Santé? C'est un sujet que vous abordez avec vos patients. Sur Mon Espace Santé, est-ce que vous avez des éléments de réponse sur l'alimentation de… Sur Mon Espace Santé, je sais que même en psychiatrie, ça se fait. Au CHU, je crois que le CHU le développe. Novillard aussi va être en cours d'adaptation de ces logiciels. Vous savez que c'est toute une question de logiciels qui permettent de le faire ou non. Les services informatiques travaillent beaucoup là-dessus, planchent beaucoup là-dessus. Donc, on peut dire que c'est en cours. La version précédente, qui était le DMP, on l'avait déjà ouverte et on avait commencé de l'alimenter quand, après, la donne a changé, vous savez. Est-ce que les autres intervenants de la table ronde ont des éléments par rapport à Mon Espace Santé sur son utilisation, sur le fait qu'il n'est pas utilisé et pourquoi? Concernant Mon Espace Santé, j'imagine que les façons de faire, les pratiques sont très disparates. Je pense qu'elles sont très hétérogènes d'un professionnel à un autre. Après, une démarche, une initiative qui pourrait promouvoir en tout cas l'utilisation de cet outil-là serait peut-être pas de trop non plus. Je pense qu'il faut aller vers les professionnels aussi pour sensibiliser, informer, puis accompagner dans le développement de ce genre d'outils, peut-être, oui. Après, du côté des psychologues, c'est peut-être moins évident, puisqu'il me semble que pour remplir Mon Espace Santé, il faut la carte vitale du patient. Et peut-être, voilà, dans les pratiques des psychologues, vous n'utilisez pas la carte vitale, je pense. Oui, on n'utilise pas. C'est pareil, mettre des notes en fait, sur cet espace-là, en fait, tout dépend de ce qu'on va noter. Voilà, tout dépend en fait, ce qui doit être transmis. Donc c'est quelque chose qui n'est pas en fait utilisé par les collègues. Ça. Mais par rapport à la première question sur le retour auprès des médecins généralistes, comment vous faites concrètement? Est-ce qu'il y a des retours écrits, comme le suggère une des personnes qui posait la question, entre les psychologues et par exemple le médecin traitant? Est-ce que vous faites des retours écrits?
Alors, souvent, ça se passe au téléphone. On se met en lien, en fait, hein, souvent. Mais il peut se passer, en fait, des écrits hein, entre médecins et psychologues. Hein. Mais c'est souvent, peut-être, je dirais, c'est plutôt les médecins d'hôpitaux, c'est plutôt les psychiatres, en fait, qu'il y a des comptes rendus en fait, qui circulent, en fait, comme ça. Voilà. Mais entre médecins et traitants, la pratique, elle est plus dans le souhait voilà, de l'oralité, d'échanger par téléphone, en fait, au niveau du patient sur sa symptomatologie et sur ce qui est en train d'être travaillé, en fait, par le psychologue. S'il y a un compte rendu en fait à faire, le psychologue en fait le fait, hein, pas contre. Hein. Si vraiment en fait parfois le psychologue est en difficulté d'être en lien en fait comme ça, il peut passer par l'écrit en fait aussi avec un compte rendu ciblé en accord avec le patient qui expliquait en fait souvent au patient parce qu'on a notre jargon en fait effectivement. Hein, donc il y a différentes voilà, c'est très varié en fait. Hein. C'est très varié. La question de l'écrit, c'est vrai qu'elle est importante à souligner parce qu'on peut communiquer à l'écrit, mais je ne pense pas qu'il y ait tout en fait, qui peuvent se communiquer à l'écrit. La santé psychique et la prise en compte du patient, elle ne peut pas se faire uniquement par le langage écrit. Il y a aussi des subtilités en fait, qui doivent en fait, pouvoir s'échanger en fait, aussi directement. Et il y a deux formes de communication. Je pense qu'il y aurait quelque chose de standard en fait, qui pourrait se communiquer en fait, à l'écrit, en fait, effectivement. Et puis, il y aurait quelque chose de plus personnalisé, en fait, encore, qui là, en fait, nécessiterait en fait, de vraiment communiquer directement en fait, ensemble. Ne serait-ce pendant 5 minutes, l'échange, c'est très précieux, en fait, en tout cas pour l'ajustement en fait, d'un traitement, pour discuter en fait, du positionnement en fait, qu'on doit avoir par exemple vis-à-vis d'un patient. Et c'est des choses en psychologie où tout ne peut pas être objectivable comme ça en fait, même si en fait il y a des choses bien sûr qui doivent l'être pour là, c'est un compte rendu de patient, un bilan psychologique qui a été réalisé, qui doit être communiqué, c'est important. Voilà. Aussi de faire partie de son travail. Alors, des médecins qui avaient posé la question sur effectivement le retour venant des psychologues, des psychiatres ou éventuellement de nos villards, dit: je tiens à prescrire en toute sécurité aux patients sous traitement psychotrope suivis par les soignants de psychiatrie. Il est donc nécessaire que je sois au courant. Donc, c'est toujours cette question d'articulation. Il y a aussi des réponses aux questions qui sont posées. Le DMP peut être alimenté facilement concernant les ordonnances avec un simple clic, voire par défaut, selon le logiciel médical, ça ne demande pas plus de travail. Donc, un des médecins dit que finalement, l'utilisation du DMP est relativement facile. Alors, il y a une question qui est très particulière que je suis en train de... Bonjour, je suis musicothérapeute, j'interviens dans l'EHPAD, un EHPAD à Audincourt. Je bénéficie du soutien financier de l'ARS, qui est très bien depuis l'an dernier. J'aimerais partager avec d'autres professionnels les techniques de prise en charge de psychomusicales au bénéfice des personnes âgées souffrant de maladies neurodégénératives. Est-ce que je peux intégrer le guide des partenaires? Bonne question. Alors, pour l'instant, on a fait le choix de n'avoir dans le guide des partenaires que des professionnels voilà, ou du soin ou de l'association repérée. J'ai un certain nombre, en effet, de demandes d'art-thérapie ou de médiation animale ou etc. qui remontent. Par contre, ce que je fais, en fait, c'est que je récupère les informations et je les diffuse. Vous n'êtes pas dans le guide, mais par contre, il y a possibilité de diffuser l'offre voilà, à peu près au même réseau. Très bien. Normalement, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Vous regarderez dans le chat, il y a un certain nombre de réponses aux questions, donc ça peut être assez intéressant. Et donc, pour clôturer, donc, je vais passer la parole à
Sabrina Larrière qui va... Excusez-nous, est-ce qu'on peut juste apporter une précision? Bien Oui, sûr. on voulait apporter une précision sur l'offre de soins sur la région de Besançon qui dépasse les secteurs. Donc, tout à l'heure, on l'a mentionné, c'est l'équipe mobile prévention précarité, le MPP, qui intervient, quel que soit le secteur, à la demande d'un médecin, d'un travailleur social, de la famille, pour une personne qui se trouve en rupture avec le soin ou qui ne peut pas consentir. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec le MPP, dont les coordonnées seront dans le guide. Et puis, il y a le CAPEUP aussi. Je pense que tout le monde ne le connaît pas. C'est une structure qui est proposée aussi par l'hôpital de Novillars et qui intervient dans la dizaine de jours. Une personne va être reçue. Donc, c'est-à-dire qu'elle est en crise. Il y a un degré d'urgence qui n'est pas celui d'urgence psychiatrique, mais quand même, la personne va mal. Et dans une période où tout le monde dit, mais dès que je contacte, on me dit, il n'y a pas de place, il y a le CAPEUP qui peut faire une évaluation. Ce ne sera pas un suivi sur du très long cours, mais au moins une évaluation pour voir vers quelle structure, vers quel type de soins orienter la personne. Donc, CAPEUP et MPP sont quand même des structures que Novillars a mis en place aussi sur la ville de Besançon et qui sont quand même très, très utiles. Merci. Alors, peut-être une dernière question, une dernière remarque. En médecine générale, ce n'est pas tant le retour d'infos qui pose problème, mais c'est bien l'accès aux soins, les délais, hormis les urgences, où finalement ce sont les urgences qui sont sollicitées, mais pour des situations moins urgentes, qui n'arrivent pas à l'hôpital, mais nécessitent un suivi, un accès à un professionnel à la santé mentale. Donc j'espère que... Voilà, vous avez répondu à la question avant qu'elle soit posée. Donc j'espère que les guides qu'on vous a présentés permettront d'améliorer la situation. Et puis je pense que c'est aussi une des missions de la CPTS d'apporter des solutions. Et j'espère que ce webinaire permettra justement de porter un certain nombre de solutions. Donc je laisse la parole à Sabrina Larrière. Simplement, donc on voulait terminer pour vous indiquer que du 9 au 22 octobre prochain, ce sont les semaines d'information sur la santé mentale. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site, toutes les initiatives qui se dérouleront sur Besançon et sur Grand Besançon Métropole. Et puis aussi vous dire voilà, que c'est notre premier webinaire. Donc pour rappel, ce webinaire est enregistré et sera disponible en replay sur le site également. Et on voulait vous proposer aussi les prochains webinaires jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'est les instants en capacité. Ce sont maintenant des rendez-vous mensuels. Et ce sera tous les 3e jeudis du mois, donc diapo 8, voilà, avec des thèmes différents. Donc, on a choisi le 3e jeudi du mois, comme ça vous aurez les dates fixes. Donc, la prochaine fois, ce sera sur la vaccination. Au novembre, on sera sur la téléexpertise et puis l'antibiothérapie pour le mois de décembre. Donc voilà, on vous renverra des liens d'inscription et puis de connexion pour ces différents webinaires. Voilà. Donc, en tout cas, merci à tous pour votre participation. Je repasse peut-être la parole à Florence pour finaliser. Merci, oui, aux intervenants et aux participants. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou de vos idées innovantes. Et puis, à bientôt pour le prochain webinaire. Et belle journée à vous tous. Merci à tous.